Mais au bout d'un an, j'étais trop fatigué. Pourtant, j'avais réussi à avoir de l'argent. J'avais gagné de l'argent. Ma boîte, il y avait sur mon compte d'entreprise, plus de 100 000 ou 150 000 euros sur mon compte courant. Enfin, mais tellement fatigué, j'ai dit non, j'en peux plus. Et donc j'ai décidé à ce moment-là, j'ai dit à mon administrateur judiciaire, j'en peux plus, je liquidais ma boîte. Et là, il n'a pas compris. Il dit, vous savez ce que ça va, vous savez où vous allez si vous faites ça? Vous perdez votre boîte du jour au lendemain et vous devez rembourser du jour au lendemain vos cautions personnelles. Je dis, je sais, mais c'est ma vie contre l'argent. Sinon, je vais mourir. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es tendu un peu? Explique-moi pourquoi t'es tendu. Je sens que dans 100% des interviews de ce podcast, les gens démarrent en disant « Je suis stressé ». Ah bon? Ça se passe pas comme ça d'habitude. Comme quoi l'argent est vraiment un sujet compliqué. J'ai l'impression que ça soit n'importe quel sujet, je serais stressé, mais bon, peut-être que l'argent c'est encore pire. Parce que j'ai l'impression, je me dis, il faut que tu sois bon. Ah oui? Ouais. Donc ça va bien se passer. Tu vas être bon, j'en suis sûr. Merci, coach. Il y avait un truc que je voulais te dire, j'ai pas dit, on peut le dire quand même comme ça. Vas-y. Tu pourrais l'enlever s'il faut. T'inquiète. On en reparlera peut-être après, mais je suis pas certain qu'il faut dire qui je suis avec mon prénom, mon nom, parce que je vais parler de choses qui sont pas totalement réglées par rapport aux banques. Et je me dis, est-ce que c'est bon ou pas pour moi de parler de ça aujourd'hui? Et que ça se sache à tout le monde. Peut-être qu'il faudra changer mon nom, ou je sais pas. Tu veux que je t'appelle comment? Ah, c'est super intéressant. Et je crois que je vais garder ce moment, je vais biper ton vrai prénom. Mon surnom, c'est Charlie, mais pourquoi pas Charlie à la limite? Let's go Charlie, j'adore Charlie. Ouais, c'est ça te va bien en plus. Puis tout le monde m'appelle Charlie, donc et là c'est ok. Ok. On est donc avec Charlie. Salut Charlie. Salut. Charlie, tu m'as envoyé un mail de la part de Christian Junot. Si, chères auditrices et chers auditeurs, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de ce podcast avec Christian, je vous invite à aller l'écouter parce que cet homme est génial, il fait un travail fantastique et c'est un peu l'introduction, la base de ce que je compte faire moi avec ce podcast, donc je trouvais ça hyper intéressant de l'avoir en premier. Donc tu m'as envoyé un mail de la part de Christian avec qui tu travailles, tu vas expliquer peut-être un petit peu, et j'ai reçu ton mail et j'ai tachycardé direct. Oui, c'est ce que tu m'as écrit. En plus, j'avais pas compris ce mot. Ça m'a fait emballer le cœur, quoi. C'est ça, ouais. Je me suis dit, oh, mon Dieu. Bon, déjà, ça dit un truc de moi. C'est trop intéressant. Ouais, c'est ça. Et surtout, je crois que si ça dit un truc de moi, et ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le temps, c'est que à chaque fois qu'il y a une histoire qui me touche, il y a forcément d'autres gens que ça va toucher, si tu veux. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de t'inviter dans ce podcast et de te proposer de venir parler de ton rapport à l'argent. Ton mail, c'est... tu peux peut-être expliquer ton histoire, en fait. Très courte? Très court, comme ça. Après, comme un mail, quoi. Exactement. Okay. Comme après, merci déjà, je suis très fier, en fait, que de t'avoir fait tachycarder. C'est cool. Donc, en fait, je t'ai écrit un mail en te disant, voilà... il y a 10 ans, j'ai vécu une liquidation judiciaire de la société que j'avais achetée 2 ans avant. Et j'ai perdu des procès avec 2 banques parce que j'avais emprunté de l'argent. Et je m'étais porté caution personnelle. Et aujourd'hui, je dois encore plus de 500 000 euros aux banques. Et ça fait 10 ans que je vis avec. Voilà.
C'est intéressant, chères auditrices et chers auditeurs, parce que là, tu me le redis, tu vois, et je sens que ça monte, et je me dis, oh my God, comment fait-il pour vivre comme ça? Et j'imagine, peut-être que chez vous, vous êtes en train d'écouter, là, ou alors vous êtes dans les transports en commun, et peut-être qu'en fait, juste en entendant de l'information, vous êtes, oh mon Dieu! Ouais, ça fait ça souvent, ouais. Mais, moi, ça l'a fait aussi beaucoup, ouais. Et pendant longtemps, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête, et d'ailleurs, j'ai eu envie de mourir. Ok. Bon, alors, on va parler de tout ça. C'est un épisode de podcast very feel good. Mais en plus, je comprends, hein, vraiment. Mais avant ça, j'aime bien retracer le parcours de mes invités à l'argent, enfin leur rapport à l'argent. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, quand je te dis argent, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Ça, c'est la question de Christian Junot. Bien sûr. Alors, comme c'est un peu, ouais, c'est pas, ça arrive pas comme ça pour moi, mais aujourd'hui, j'ai changé, en tout cas, avec ce que j'ai appris à Christian, mais je pense que quand je dis argent aujourd'hui, ça reste quand même liberté. Je peux dire, je projette encore sur l'argent, la liberté. Et avant que tu commences à travailler avec lui, ça... C'était l'argent, c'est sale. Pourquoi c'est sale? Parce que ça corrompt. Et je me souviens que quand j'ai dit ça à Christian, il dit, ah bon? Il a sorti des billets de sa poche, des billets de 50 €, il les a pris comme ça devant lui, en les frottant, il dit, c'est pas gentil, argent. Tu me corromps, argent. C'est pas gentil. Et là, j'ai compris que j'étais à côté de la plaque. Ça, je m'en souviens toute ma vie. Tu vois, il y a des choses comme ça, quand tu vis avec des gens qui t'apprennent et qui vont réfléchir sur ce que tu es, ce que tu fais. Ça, c'est un truc. On a des mentors tous. Christian est sans doute un mentor pour moi par rapport à l'argent. Et quand il m'a fait ça, je dis, putain, mais bien sûr, quoi. C'est évident que j'ai ce regard sur l'argent qu'il faut que je transforme. Et ça vient de mon père, ça vient de ma famille, ça vient... J'allais t'en parler justement. Est-ce que tu as un premier souvenir par rapport à l'argent? Bah bien sûr, j'en ai 15 000. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu depuis mon enfance dans mon rapport à l'argent. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. L'argent était très important pour moi. Moi, je viens d'une famille bourgeoise où il y avait de l'argent. Et d'ailleurs, Christian nous pose des questions avant qu'on arrive à cette formation en nous disant travaillez sur vous et puis questionnez vos parents, parce que Peter Conning, son mentor, PKS, Peter Conning System, dit la façon dont vous êtes né, ou que vous avez été dans votre maman, ou que vous avez été créé par vos parents, la manière dont eux ils ont un rapport à l'argent va impacter votre vie ou votre rapport à l'argent. Et donc j'ai questionné mes parents. Ouais. J'ai demandé à mon père à ce moment-là comment il était. Il me dit mais moi j'étais super à l'aise avec l'argent. Même je trouvais que je gagnais trop d'argent par rapport au travail que je faisais. Je trouvais que c'était pas tout à fait juste. J'ai accepté l'argent qu'on me donnait. Mais quand t'es né, j'étais totalement à l'aise avec l'argent. Donc moi je suis né, j'étais le seul garçon. J'ai 4 sœurs. Je suis au milieu. Donc je suis l'enfant chéri, je suis l'enfant attendu, Tu es l'héritier, quelque part? Bah, je suis l'héritier du nom. Oui. Voilà. Donc j'avais droit à tout, en fait. Donc l'argent devait venir à moi, et c'était normal que je n'ai de l'argent. Et j'en ai pas assez, et donc jamais assez. Et j'ai volé de l'argent. J'ai volé de l'argent dans les magasins. J'ai volé de l'argent quand je travaillais dans une station-service aux gens qui, à l'époque, on était pompistes. Ouais. Et je sais très bien tout ce que j'ai fait. Je volais vraiment de l'argent aux gens qui venaient acheter de l'essence dans la pompe à essence. Un jour, il y a un mec qui a fait tomber un billet de 100 francs à l'époque. J'ai mis mon pied dessus pour pas qu'il voie et on changeait les pompes pour faire croire que c'était l'autre voiture. Enfin, c'était dingue. On changeait, donc t'avais monté un système. Ah bah ouais, avec tes potes. on était deux. Okay. J'ai volé de l'argent à mes parents. J'étais capable d'aller. Mes parents sont très cathos, avec beaucoup d'ouverture. Hein. J'aime beaucoup mes parents. Ils ont plein de défauts, mais en tout cas, ils ont une belle ouverture d'esprit. Ils sont encore vivants. Ils ont 90 ans tous les deux. Et on allait à la messe et j'étais capable de demander 50 francs à mon père à la messe.
Et puis de rentrer à la maison, d'ouvrir son tiroir et de lui piquer 100 €. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que ma vision aussi de l'argent, c'est pas juste, c'est pas clean, c'est sale. Et pourquoi t'avais besoin de... Ah, t'as quel âge au fait? Je t'ai pas demandé, mais... Parce que tu dis que tes parents ont 90. 57 ans. Ok. Pourquoi t'avais besoin d'aller piquer de l'argent? Il y avait un truc de vouloir J'en avais jamais assez. Mais c'était pour le risque aussi? Le truc de... Ça te fait un peu peur, il y a machin. de l'adrénaline, ouais. Quand je piquais de l'argent dans des jeux d'enfants, des manèges, par exemple, j'ai fait ça avec des copains. Je m'en souviens bien, c'était pendant que j'étais justement en station-service et il y avait un manège dans un camping. Je vivais dans un camping à ce moment-là parce que c'était l'été, on était cool. Je voulais me payer ma moto en fait. Je voulais me payer à l'époque, on n'avait pas, c'était la loi qui était passée, on n'avait pas le droit de conduire des 125 à 16 ans, c'était 80. Et je voulais m'acheter ma Suzuki 80. Et ça coûtait cher. Et mes parents m'ont dit non, tu vas pas te payer ta moto, tu travailles pour ça. Donc j'avais été travailler dans la station, mais je vivais quand même dans ce camping avec des potes. Et dans ce camping, il y avait un manège où on mettait des pièces d'1 franc. Et on a cassé la tirelire du manège pour récupérer les pièces d'1 franc qui étaient dedans. Et il y avait, je sais pas, peut-être 200 francs, j'en sais plus, je sais rien. Ouais. Mais on avait tout un système. Il y avait des mecs qui s'étaient cachés pour. Enfin voilà, j'étais un enfant, un adolescent voleur. Tu voulais aller plus vite, c'est ça? Parce qu'en fait, tu voulais avoir tout de suite ta moto le plus rapidement possible. Ouais, voilà, ça, plus vite. Je sais pas. C'était compliqué, hein. Mais ça... J'ai jamais eu peur. Et pourtant, mes parents ont compris que j'étais quand même embrinqué dans une bande. C'était la bande à Charlie. J'étais dans une bande où... C'était ta bande? Ouais, on disait la bande à Charlie, mais bon, parce que j'étais un peu leader, mais c'était pas... Et on était avec nos mobilettes et tout, 103 SP, je me souviens à l'époque. Et donc, oui, ils ont bien compris que j'habitais à Mâcon et que ça pouvait pas le continuer, quoi. Il fallait Et donc, ils ont déménagé. On était à Lyon pour que je quitte ce monde-là, parce que j'aurais pu... D'ailleurs, les flics ont fini par nous découvrir et moi, j'étais déjà plus là. Et dans la bande, il y avait un fils de gendarme. C'était un complice. Ah ouais. Ouais, j'aurais pu tomber, j'aurais pu être un brigand, j'aurais pu faire de la prison. Et donc, quand tu déménages comme ça, enfin, quand tes parents déménagent, tu changes de bande, j'imagine? Non, pas du tout. Alors là, non. Non, parce que j'ai fait 3 secondes à ce moment-là. J'ai fait tripler ma seconde. Et j'étais à Lyon, dans un monde nouveau. Bon, voilà, donc, non, j'ai pas... Puis à Lyon, j'étais dans un truc privé... bourgeois, alors qu'avant j'étais dans un lycée normal, enfin je veux dire. Donc là c'était facile d'être dans des bandes. Enfin c'était, comment dire, j'étais protégé. À Lyon on m'a cadré. Les parents ont compris qu'il fallait qu'ils me cadrent. Et on a rencontré le directeur. C'était Saint Jean-Baptiste de la Salle, je me souviens. Et donc il m'a dit je t'ai à l'œil, mais on va réussir à faire quelque chose de bien de toi. Et c'était chouette. Et il a réussi. J'ai eu mon bac. Alors je vais faire passer un bac E, mais j'étais pas assez travailleur, donc j'ai fait un bac F1, mécanique générale. Mais j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai arrêté de voler, c'était fini. Qu'est-ce qui a changé en toi? C'est vraiment le lieu, la bande. J'étais plus influencé par les autres. J'avais ma moto déjà. Oui. J'avais ma 80. J'ai fait quand même des allers-retours. Hein. Ah ouais, je me souviens, on volait des mobilettes à Mâcon et on allait les vendre sur le marché de Villefranche. À Villefranche, il y avait le marché des pièces détachées de motos, etc. Ça existe encore, je crois. Et donc, je me souviens, on volait des 103, on allait chez mon copain et on les mettait dans des gros... On les désossait, on mettait dans des grands sacs, on faisait des trous dans le jardin et on les enterrait dans le jardin. On en mettait dans son garage, de partout. Et je sais qu'à l'époque, les flics sont venus... Enfin bon, c'est une histoire sacrée. Ça, tu vois, ça me rappelle tas de trucs. Je dis, putain, j'ai fait de ces trucs à la con. Hein. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont eu la présence d'esprit, en fait, de me protéger de ça, de me protéger, ouais. Ils me l'ont jamais dit, hein, qu'ils savaient tout ça, parce que je pense qu'ils savaient plein de choses, mais ils m'ont remis dans... Ils t'ont jamais confronté?
Non, en pas venant trop. te dire, en fait, pourquoi tu voles, machin, quoi. Non, parce qu'ils savaient sans le savoir. Puis si, mais parce que quand j'ai volé de l'argent à mon père, il s'en est rendu compte. Mais j'ai dit non, c'est pas vrai. J'étais un menteur. J'étais un menteur. J'étais le roi des menteurs. Aujourd'hui, je veux plus mentir. C'est difficile d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Mollahuc, qui m'a appris mon métier de team builder, il a écrit un livre sur se dire la vérité en entreprise. Donc, c'est pas pour rien que j'ai été vers lui. Ok. Comment t'as la sensation que dans ta vie de jeune adulte, le rapport à l'argent se construit en venant de là, en fait? T'as toujours en tête ce truc de corruption. L'argent égale corruption quand t'es jeune adulte. C'est pas de la corruption. C'est qui te corrompt, c'est ça? Non, c'est pas... Okay. Pour moi, la corruption, c'est utiliser l'argent pour atteindre ses fins, mais c'est donner de l'argent à des gens pour leur faire des trucs qui vont te permettre à toi de faire de passer, d'avoir des privilèges et tout. C'est ça, en fait. Ou quand les flics sont corrompus, voilà. Mais moi, non, l'argent, c'était pas grave si je le prenais à des gens qui en avaient, quoi. Tu vois. Puis en même temps, tu me dis, c'est pas juste ce que je dis, parce que le mec qui avait son manège, c'est pas, je sais pas. Mais ce que je veux dire quand même par rapport à l'argent sale, j'ai compris ça avec Christian Junot, c'est qu'en fait, chez mes parents, il n'y avait pas de problème d'argent, puisqu'il y en avait. J'étais une famille bourgeoise, etc. On n'était pas très riches, on n'était pas des nobles, on n'avait pas des tas de biens, mais bon, on était des bourgeois. Du côté de ma mère, on s'appelle... non, je vais pas donner le nom. Oui. Mais on est des nobles, déchus un peu sans argent, mais des nobles. Et du côté de mon père, c'est une famille plutôt commerçant, riche, roulant en Mercedes, tu vois, habitant dans des belles maisons bourgeoises, mais pas du tout nobles. Alors d'un côté commerçant, un peu d'argent, mais l'argent commerçant, donc ça veut dire c'est important pour nous, et de côté des nobles qui ont de l'argent, où l'argent c'est ok, tu vois, mon grand-père, mes grands-parents habitaient dans le 15e, mais ils avaient des idées de gauche quand même, puisqu'ils n'étaient pas propriétaires. Ils louaient son appartement dans le 15e, ça a coûté une fortune, mais bon, il a des gros salaires, ça allait. Donc j'ai vécu avec cette espèce de tiraillement entre, tu vois, ces deux mondes différents, et donc dans ma famille, on parlait pas vraiment d'argent. On en avait, j'allais au ski, tu vois, moi je me souviens un truc incroyable, je suis parti pendant 1 an aux États-Unis. J'avais 20 ans, 22, 23 ans, à New Orleans. Et mon père, comme je flippais, j'étais un gros flipper, il m'a filé sa carte de crédit de son compte en banque. C'est incroyable la confiance qu'il avait avec moi. Alors que tu venais de ce que... Et j'ai jamais tiré d'argent sur ce compte-là. C'était une carte... c'était pas une carte bleue, c'était les trucs américains, pas Mastercard. American Express. Voilà, c'était une American Express. Ça se l'a pété, American Express dans mon portefeuille, j'adorais. Mais je l'ai jamais utilisé. En fait, ça m'a rassuré. S'il m'arrive quelque chose dans ce monde lointain là-bas, j'avais cette carte. Je pouvais payer avec. Donc tu vois, tout est mélangé. Et en même temps, chez mes parents, comme je te voulais te dire, on parlait pas d'argent, mais on en avait. Mais il fallait pas trop montrer qu'on en a. Tu vois, mon père, par exemple, il s'est jamais acheté des belles voitures. Par exemple, il avait toujours des grosses voitures. C'était des Renault, c'est la R25 à l'époque, la R30, il avait une DS. Il avait que des grosses voitures, mais c'était pas des voitures toutes neuves qui se la répétaient, tu vois. Puis ça restait des Renault ou des Citroën. Voilà, c'était français. Voilà. Mon père n'achèterait jamais pour l'image que ça a. Même si c'était une voiture hyper confortable et qu'il aimait, une BMW ou une Audi ou un truc comme ça. Donc, il fallait pas montrer qu'on ait de l'argent, mais on en avait. Et puis, il fallait s'occuper de ceux qui avaient pas beaucoup d'argent. Tu vois, chez mes parents, par exemple, j'habitais place Bellecour à Lyon. Bel appartement. Sans doute très cher. Sûrement très cher en location, c'est pas à nous. Et aujourd'hui, mes parents ont un peu d'argent quand même, enfin, au niveau de l'immobilier. Parce que mon père a acheté quelques trucs, et en haut, il y avait des pièces sous les toits avec des gens qui n'avaient pas d'argent. Et il y avait un monsieur qui n'avait pas du tout d'argent, qui même, je pense, c'était un peu un clochard.
Et tous les jours, il venait chercher à manger. Maman lui préparait à manger. Donc, je me souviens, il rentrait dans l'appartement. Il y avait une belle entrée. Donc, il s'asseyait sur une chaise dans l'entrée. Il attendait. Maman lui préparait son repas. Et sur un plateau, il repartait avec son repas. Voilà, en fait, il y a ça, c'est ça dans ma famille. Gâteau, on s'occupe des autres. Mes parents, on a accueilli une femme cambodgienne à l'époque des Khmers rouges chez nous pendant 2 ans. Parce qu'elle avait été recrutée dans le bureau de mon père et elle n'avait pas de papier, donc elle n'a pas pu être embauchée. Donc il s'est dit, je vais m'occuper d'elle. Voilà, tu vois, il y a ça. On a de l'argent, on ne le montre pas, on est dans la charité. Ça a dû me perturber, je sais pas, il y a un truc comme ça qui a fait que... Je me dis, en fait, d'être un petit con de voleur à l'adolescence qui va taper dans les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, etc., c'est limite une forme de rébellion, quoi, dans ce cadre-là. Si, parce que quand je piquais de l'argent dans la station-service, c'était des gens qui roulaient en grosse bagnole, des Allemands... Ah oui, ok. Donc il y avait un peu un côté Robin des Bois, quoi. Non, oui, c'est un peu... Mais c'était pour ta pomme. Ça me valorise un peu, Robin des Bois. Mais t'as raison, en fait. Moi, j'aimais bien avoir de l'argent parce que je le partageais avec les autres. Ah, ok. Il y a un moment de ma vie où, quand j'ai monté ma boîte, j'ai gagné beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, oui, j'ai gagné de l'argent. Et je le donnais beaucoup aux autres. Je partageais, je payais des restos. Ça m'est égal, en fait. L'argent, c'était aussi un moyen d'avoir de la reconnaissance. Qu'on m'aime. J'ai tellement besoin qu'on m'aime. Enfin, j'avais. Je dis pas que maintenant, j'aime pas qu'on m'aime, mais... J'ai compris que ça donnait pas c'était pas forcément ta valeur intrinsèque. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui valait peut-être mieux faire en sorte que tu t'aimes toi-même avant que les autres t'aiment. Peut-être c'est ça la clé. Ouais. Enfin, j'ai pas mal d'idées là-dessus, mais je pense que, en effet. Mais on peut en parler si tu veux. En tout cas, il faut être centré pour moi, c'est important. Moi, j'aime beaucoup Jean-Marie Muller. Jean-Marie Muller, il est mort il y a quelques mois. C'est un philosophe, ami de mon père, qui a créé le MAN, le mouvement alternatif de non-violence, qui a écrit des bouquins sur la non-violence, notamment le dictionnaire de la non-violence. Et j'aime beaucoup cet homme. J'ai rencontré 2 fois, je crois, seulement. Parce que dans notre monde aujourd'hui de développement personnel, on dit, et j'ai encore lu des trucs il n'y a pas longtemps sur faut d'abord s'occuper de soi, faut d'abord s'aimer, faut d'abord être centré sur soi pour pouvoir ensuite donner aux autres, être attentif. Et en fait, ça renforce cette idée de société auto-centrée, individualiste. Et lui, il dit, mais... je vais employer un gros mot, mais il dit pas ça, mais moi je le pense. Fuck le développement personnel, quoi. Pourtant, j'y suis dedans. Mais... Oui, t'es coach, hein. Je sais pas si on l'a précisé. Mais... Et donc, je pense qu'il a raison, parce qu'il dit, mais et pourquoi on ne pourrait pas se développer personnellement en s'occupant des autres? Pourquoi il faut absolument d'abord faire de son sport, machin, truc, bien manger soi-même? On peut aussi être avec les autres, s'occuper des autres et se faire du bien soi-même. Donc, tu vois, de dire d'abord m'occuper de moi, d'abord être bien. Oui, c'est sûr que je suis super, super mal dans ma tête, à côté de la plaque complètement, ou malade, ou quoi que ce soit. Oui, mais là, on parle pas de ça. On parle de je suis ok, je suis pas malade, je suis à peu près bien dans ma tête. Pourquoi il faut d'abord que je m'occupe de moi pour bien m'occuper des autres? Pour moi, toute la clé, et j'ai pas mal bossé dessus ces derniers mois, tu vois, c'est plutôt de se dire pourquoi est-ce que tu vas t'occuper des autres? Dans quel but? Qu'est-ce qui vient de toi à ce moment-là quand tu vas t'occuper des autres? Est-ce que tu le fais vraiment pour les autres? Ou alors est-ce que tu le fais avant tout pour ta pomme? Et en fait, c'est une bonne question. Tu vois, tout dépend d'où se trouve le curseur à ce moment-là, quoi, tu vois. Et c'est là que j'ai appris avec Christian Junot, que j'ai fait un pas supplémentaire. Et merci Christian, parce qu'il parle de curseur et j'adore. Parce que quand c'est PKS, c'est Peter Koenig, il dit on n'est ni tout blanc ni tout noir. Et j'aime bien cette image de dire notre vie c'est comme dans un bus. En fait, on a un peu de tout dans le bus. Et si à un moment donné le radin il prend le volant parce que c'est bon pour toi, c'est ok. Et un coup c'est le généreux, c'est ok. Le seul problème, c'est fais gaffe qu'il n'y en ait pas un seul qui garde le volant. Et je trouve ça beau. J'aime beaucoup. Parce que ça me donne l'acceptation de qui je suis pleinement. Et que quand je suis voleur, parfois c'est bien. Quand je suis tricheur, parfois c'est bien. Alors, quand je suis menteur, parfois c'est bien. Alors que jusqu'à maintenant, je voulais plus être voleur, plus menteur, plus tout ça. Alors que je le suis. Donc je me battais sur quelque chose qui existait dans mon bus.
mais je lui donnais jamais le volant. Et en fait, parfois, c'est bien d'être un tricheur. Parce que j'imagine que les gens qui ont protégé des Juifs à l'époque, et qui trichaient et qui mentaient aux Allemands en disant non, j'ai personne chez moi, c'était bien pour. Donc, parfois, c'est bien d'être tricheur, menteur, voleur. Et comme tu dis, il faut savoir pourquoi on le fait. Merci pour ça. C'est très inspirant. C'est Christian. Oui. Peter Cunning. Parlons de ta boîte, en fait, si tu veux, tu vois, pour... Laquelle ? Je sais pas, en fait, parce que je connais rien de toi. Donc, est-ce que tu as la sensation que... En fait, à quel moment ton rapport à l'argent, il se construit aussi autour de la création de tes entreprises ou ton activité professionnelle, ouais, quoi. Très bien, bonne question, merci. C'est exactement ça, en fait. Parce que j'ai travaillé, enfin, j'ai fait quand même des études un peu de commerce et des études tech de co. Enfin bon, voilà, j'ai fait Et puis, j'ai été embauché dans une boîte de transport international à Lille, où j'ai vendu du transport avec ma petite AX et mon costume 3 pièces. Et j'étais plutôt bon. Et c'était dur. Mais ça me faisait chier. Je suis resté 1 an dans cette boîte, je suis parti, parce que j'avais un copain qui était informaticien et qui avait arrêté son job pour vendre des piscines. Je sais pas si je peux mettre la marque, c'est pas très important. Non, c'est pas très grave. Et donc, il m'a appelé en me disant si j'ai besoin d'aide, etc. Et donc, j'avais 25, 26 ans à l'époque. Je dis, ok, j'arrive à habiter à Annecy. Moi, j'étais à Lille, j'ai tout largué. Je suis venu avec lui, il m'a appris le métier en peu de temps. Bon, maintenant, avec le recul, je me dis, il exagère quand même, parce qu'on a fait quand même des trucs. Et donc, j'ai appris à construire des piscines, j'ai appris à... On a fait des trucs... Enfin, on a fait soit t'en dis trop, soit non, pas mais quand assez. je dis on a fait des trucs, c'est que c'était un fou, quoi. Je veux dire, quand tu... Limite, on posait des liners. Enfin, liner, c'est l'étanchéité dans une piscine, en laissant le moteur de la voiture allumé tellement on allait vite. Ok. Preniez pas le temps. Non, à fond. On bossait la nuit. La productivité avant tout. Ouais, puis on était à fond. Et on gagnait on gagnait de l'argent. Et je me dis, moi, je veux faire ça, quoi. Il y a de l'adrénaline, c'est sympa, il y a de la technique. On vend un rêve, parce que quand tu vas chez des gens, tu vends du rêve, quoi. Tu vends une piscine, les gens, c'est un rêve depuis longtemps qu'ils ont, toi. Tu vends pas. Et donc, j'ai récupéré, j'ai pris une agence à Grenoble pour de la marque, donc je dis pas, mais les gens, je pense qu'il y en a plein qui vont comprendre. Et j'ai été chef d'agence. Voilà, j'étais mon propre patron à 26 ans. Et donc c'était quoi ? C'était une franchise, c'est ça ? C'est-à-dire... C'était une concession, mais à l'époque, c'était pas des concessions parce que j'avais pas les moyens. Et j'étais donc agent commercial pour la concession de cette... Enfin, ils avaient créé des concessions pour créer absolument... Parce qu'il y avait une telle demande de piscine, c'était en 92, telle demande qu'ils n'arrivaient pas à trouver des concessionnaires qui étaient prêts à investir. Donc, ils investissaient, eux, avec un petit bungalow, une piscine au bord de la route. Et donc, ils cherchaient des agents co. Et moi, j'ai pris l'agence de Grenoble. Et c'est là que pour répondre à ta question, c'est là que j'ai compris, je me souviens de toute ma vie, je me souviens, c'était le 3 ou 4 janvier 1992. Je rentre dans mon bungalow et je dis, maintenant, mon pote, c'est toi qui vas gagner ton argent. Tu dépends de plus personne d'autre, tu dépends que de toi. Ça m'a fait flipper, hein. Mais c'est là que j'ai compris que c'était bon pour moi. J'avais pas envie de dépendre des autres, ou d'un patron, ou d'une structure. Voilà. Et donc j'ai très bien vendu. Aux particuliers. Et il y a des fois où je me sentais voleur. Et je pense qu'à l'époque, j'avais déjà, merci Christian de m'avoir reconnecté avec ça, parce que, en fait, je pense que j'ai jamais été voleur quand je vendais des piscines, parce que j'ai jamais forcé qui que ce soit à acheter une piscine. Mais tu te sentais voleur dans le sens où tu trouvais que c'était cher, c'est ça ? Ouais, où je dis, putain, franchement, des fois j'arrivais dans des maisons, les gens ils n'avaient pas de meubles ou à peine, où tu voyais que c'était que du bling-bling. Ils voulaient leur piscine dans leur jardin pour être bling-bling. Mais c'est pas mon problème. Et donc ils achetaient la piscine à crédit. Mais c'est pas mon problème. Et quand je dis ça à des gens qui disent, ouais, faut faire gaffe de pas vendre à crédit, t'es un gros salaud et tout. Ok. Si tu penses que je suis un gros salaud, je suis un gros salaud. Mais en fait, j'ai jamais forcé personne à acheter une piscine à crédit.
Oui, t'étais pas en train de les arnaquer ou de leur expliquer J'ai jamais vendu quelque chose qui n'était pas à son prix. J'ai toujours vendu au prix et j'ai trouvé que la vente était un vrai... enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup donné j'ai rencontré les gens. J'étais en lien. Moi, en fait, aujourd'hui, dans ma vie, c'est ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine. Et c'était un moyen d'être en relation humaine et en même temps de recevoir de l'argent. Et c'était chouette. Ok. Donc, tu démarres ça en 92. C'est ça. Et 1 an après ou 2 ans après, je rachète la concession à la marque. Et ils me l'ont vendu 600 000 francs à l'époque, les salopards. Alors que j'avais remonté le truc, était complètement à l'abandon. Mais ils ont bien fait, puisque je crois que j'ai négocié jusqu'à 300 000. On a divisé en 2 le prix, je crois, si je me souviens bien. Ah oui, donc tu l'as quand même payé 2 fois moins cher. De ce qu'ils voulaient. Et puis en plus, je l'ai rentabilisé en 1 an. C'est-à-dire que par rapport au fait d'être agent co, je gagnais 2 fois plus. Et en fait, j'avais pas beaucoup plus de charges et voilà, j'ai rentabilisé en 1 an. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner un peu d'argent et que, bon, j'ai beaucoup bossé, hein. En même temps, il faut arrêter de penser que gagner de l'argent ou recevoir de l'argent, c'est beaucoup bosser. Mais j'ai beaucoup bossé parce que je m'éclatais, en fait. Ça t'amusait? Ouais, je bossais la nuit, j'avais d'adrénaline, quoi. Et c'était pour gagner de l'argent? L'objectif, c'était de gagner de l'argent ou c'était vraiment pour l'amusement de... Ouais, je sais pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'argent à la clé, ça serait pas pareil. Mais s'il y avait eu que l'argent, ça serait pas pareil non plus. C'était un tout. Okay. C'était le fait d'être indépendant, de vendre un produit de rêve, donc de voyer les étincelles dans les yeux des gens qui s'achetaient leurs rêves. C'était aussi, pour moi, une piscine, c'est du confort, c'est de la bien, on est au soleil, on se fait du bien avec le corps. Voilà. J'étais en phase avec toutes mes valeurs, en fait, je crois. Okay. Et l'argent, il fallait qu'il soit là. Ouais. C'était important parce que je suis quand même, malgré tout, dans une éducation où il faut travailler pour gagner de l'argent. C'est pas juste de gagner de l'argent si tu travailles pas. Maintenant, c'est un peu différent. Et donc voilà, j'ai commencé à embaucher du monde et monter ma petite boîte tranquillou, quoi. T'as fait ça jusque quand? 2002. 2002, j'ai vendu. J'ai bien vendu. Et je travaille maintenant avec la personne qui m'a racheté cette boîte. Je travaille encore avec lui en indépendant, en consultant. D'accord. Il l'a fait pour m'aider, parce que quand j'ai liquidé ma société, je me suis retrouvé vraiment sans rien. Et comme c'était devenu quelqu'un que j'aimais bien et qui était un copain, il m'a un peu... Ouais, je pense qu'il l'a fait pour m'aider, parce que c'est quelqu'un de très humain. Mais je pense que je l'ai vraiment aidé, en plus. Donc c'était donnant-donnant, enfin un gagnant-gagnant. Okay. C'est cette boîte-là, en 2002, que t'as vendue et que t'as... Non. Non, d'accord, okay. Non, j'ai vendu cette boîte à ce monsieur, on peut l'appeler Ludo. Okay. Et donc, je suis parti à Perpignan. J'étais à Grenoble, je suis parti à Perpignan. Et là, avec ma compagne que j'avais rencontrée dans ma boîte, justement. Mais ça, on va peut-être passer rapidement là-dessus, sur ma relation, même si je peux en parler, mais c'est peut-être pas l'intérêt de l'interview. Et donc, on a acheté une grosse maison à Perpignan qu'on a rénovée avec ma compagne pour faire des chambres d'hôtes. Voilà. Ok. Et donc là, j'avais des sous. Parce que j'avais vendu ma boîte, j'avais mis de l'argent de côté, voilà. Il y a un moment donné dans ma vie, j'avais fait le compte un peu financièrement, si on veut parler d'argent. J'aime bien parler d'argent dans ce podcast, oui. J'étais à pas loin du 1 million d'euros. Perso. Ok. Voilà. Ce qui est bien. T'avais quoi? T'avais 38 ans. 38 ans. Ouais, il y avait les gens qui me disaient moi, ça me touchait pas grand-chose, mais j'étais un peu arrogant quand même. Ah, c'était quand même une façon de... Mais j'étais arrogant, non pas dans le fait que j'avais de l'argent, mais dans le fait que, putain, fais ce qu'il faut dans ta vie pour être heureux, quoi. Ah oui. C'était ça que je disais aux gens. C'est insupportable. Les gens étaient malheureux des fois où ils bossaient. Je me souviens, j'avais un pote que j'adorais, hein, bosser à la FNAC, il galérait, etc. Et là, j'étais arrogant. Je dis, mais change de job. Change ta vie, quoi. Ouais, d'accord. Un coup de baguette magique et pouf. Oui, et puis voilà, c'est ça. C'était en fait, dans ma vie, j'ai quasiment tout réussi, tout le temps. Tout ce que je faisais, ça marchait.
pratiquement. Puis j'étais un hyper positif, beaucoup dans le déni. Je supportais pas la maladie, ni la pauvreté. Voilà, toutes ces choses-là qui étaient négatives, je les voyais pas, ou j'avais pas envie de les voir. Donc Bah, forcément, à un moment donné, ça te pète à la gueule. bah, ça m'a pété à la gueule. Ça vient un peu de ton éducation catho, tu crois, ce déni-là? Je sais pas. Enfin, moi, je viens de là, et je sais que c'est le genre de truc où on n'en parle pas, quoi, tu vois. Il y a un peu ce truc de... Il faut pas parler des choses qui font chier. Peut-être. Dans la culture, tu vois. Alors, où on se positionne chez mes parents, on se positionnait un peu au-dessus de tout le monde, en fait, inconsciemment. Hein, je pense aujourd'hui, il faudrait que je pose la question à mes parents, mais enfin, ils sont un peu vieux, même s'ils ont toute leur tête et tout ça, c'est génial, mais est-ce qu'il y avait cette conscience-là? Tu sais, quand t'es dans la charité, t'es toujours au-dessus des gens à qui tu donnes la charité. Bien sûr. Est-ce que toi, t'accepterais qu'on te donne la charité? Tu vois? Et donc, de ce fait-là, j'avais ça dans ma tête. Et comme j'étais l'enfant aimé, le garçon de la famille, j'étais toujours un peu au-dessus. On revient toujours à pourquoi tu fais les choses, pourquoi t'aides les gens, quoi. Et en fait, je pense que j'avais ce regard sur les gens où je me mettais un peu... C'est pour ça que je dis j'étais arrogant. Et parce que je les regardais un peu d'en haut. Ok. Et donc, quand j'avais quelqu'un qui était au-dessus de moi, intellectuellement, physiquement, bah, c'était insupportable, en fait. Je me sentais une merde. Ah oui. Ah oui. Il y avait... J'étais une grosse merde. Donc, il fallait que je les fuis, ces gens-là. Ah. Au lieu de penser qu'ils allaient me tirer vers le haut. Ou alors, c'était un modèle. Oui, et donc, de ce fait-là, il n'y avait pas une relation. Et donc, à ce moment-là, j'étais en adulation devant eux, en disant « Oh, t'es trop bien !» Et d'ailleurs, pendant longtemps, et c'est ce qu'on m'a souvent reproché, « De toute façon, dès que tu rencontres quelqu'un, toi, oh, il est génial, il est super, il est magnifique. » C'était comme quand je tombais amoureux, c'était toujours à chaque fois, c'était l'amour de ma vie. C'était parce qu'il fallait que je sois toujours dans une dynamique de « Oh, il est magnifique, il est grand, il est super, je veux être comme lui. » Ou alors, non, mais attends, de toute façon, c'est même pas la peine. Il est trop fort, trop puissant, trop intelligent. Jamais j'arriverai à ça. Son niveau, vaut mieux que je le fuis. Ok. Très intéressant. Quel écho. Ah, les goûts. 2002, donc. Maison d'hôte. Ouais, grosse maison d'hôte, rénovation. Là, je pense que c'était une année extraordinaire pour moi parce que j'ai envie de dire, j'ai pas travaillé pendant un an. Mais si, en fait, parce que j'ai rénové cette maison. On avait un couple d'amis qui est venu habiter dans cette maison avec nous et qui étaient des vrais professionnels. Et moi, je les ai aidés. J'ai appris à poser du carrelage, du placo, à peindre, etc. Et donc, ça a été une année géniale aussi parce j'ai fait 3 voyages. On est parti 3 fois avec ma compagne en voyage. Et ça a été, j'ai envie de dire, si je pouvais vivre... À l'époque, je disais, si je pouvais vivre comme ça toute ma vie, ça serait génial. Mais en fait, c'était un fantasme, hein, je pense... À l'époque, juste avant de partir, j'avais lu un livre d'Anthony Robbins. Je sais pas si tu connais. Oui, qui est un peu le gourou de... Voilà, et j'étais complètement sous influence. J'avais écrit la vie que je voulais mener, j'avais écrit tout. Et j'étais sur ce nuage, tu vois. Je pense que dans ma vie, j'étais un garçon très naïf. En même temps, j'aime la naïveté, hein, je la rejette pas du tout, au contraire, aujourd'hui. J'aime les gens naïfs. Mais d'une naïveté tellement énorme que je voulais que à la limite, je puisse réaliser des rêves irréalisables. Style, je veux devenir une femme, je vais devenir une femme. Style, je vais gagner... alors bon, on va parler d'argent, et là c'est différent, mais je vais pas parler d'argent. Je veux avoir un enfant, je vais avoir un enfant. En fait, tout était possible dans ma tête, et Anthony Robbins m'a aidé à penser que tout était possible. Et c'est là qu'il y a une erreur, en fait. Il faut faire gaffe. Tout n'est pas possible. Et il y a aussi, je pense, chez Anthony Robbins, un truc qu'il oublie complètement ou qu'il n'a pas du tout... C'est la part spirituelle. Et moi, j'ai découvert ma spiritualité grâce à mes parents. Hein. Je suis plus catho, maintenant je suis bouddhiste, mais la spiritualité, il y a une force énorme. Et a beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Et l'intuition, etc. Mais... le rêve, c'est très important, mais à un moment donné, quand tu penses que tu vas réaliser tes rêves d'une manière arrogante, ça marche pas. Donc, pendant cette année où j'étais dans cette vie assez extraordinaire, hein,
belle maison, piscine, au milieu de la forêt, le paradis, parce qu'on a fait une maison d'hôte, donc les gens venaient chez nous pour être en vacances. Je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de vivre toute ma vie, quoi. C'est cool, non? Ouais, c'était cool. Ouais, c'était chouette. Sauf qu'en fait, c'était pas ma vraie vie. Premièrement, j'ai pas réussi à avoir d'enfants avec la compagne avec qui j'étais. J'ai eu 2 enfants avec une autre femme, donc je suis ravi à ce niveau-là. Je suis comblé, j'ai 2 enfants magnifiques. Mais j'ai pas eu d'enfants avec elle. C'était un projet de couple, c'est ça? Ouais, oui, elle a pas réussi à avoir d'enfants. Enfin, vous avez nous pas n'avons pas réussi. Non, a priori, c'est parce qu'elle avait un problème. Ok. Mais je ne jette pas du tout la pierre. Hein. Je suis responsable aussi. Et en fait, je pense que j'avais construit ce monde un peu superficiel. C'est-à-dire que, donc c'était pas complètement mon choix, en fait. Ah ouais? C'était un choix, mais sous influence d'Anthony Robbins, sous une espèce d'influence sociétale. Faut que tu arrives, faut que tu sois propriétaire, faut que... Tu vois, pendant longtemps, j'ai été comme ça. Il faut que... Tu dois... C'est un modèle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me regardaient avec des yeux comme si j'étais un modèle, donc ça m'allait. Ah oui. Ok. Tu vois, je m'étais acheté une Jeep Willys, j'allais dans les pistes avec ma Jeep, j'avais une moto, j'avais... Mais c'était un truc qui était important pour toi de posséder, c'est ça, à ce moment-là Jamais acheté. Jamais acheté, mais j'ai jamais été au-dessus de mes moyens. C'est ça qui est bien. Je suis content de ça. Et tu veux dire que de posséder autant de trucs remplissait une forme de manque ou comblait un vide, c'est ça en toi? C'est ça que tu veux? Non, ça comblait pas un vide. Je pense qu'il y avait le besoin de reconnaissance. Donc quand j'avais des choses, je pouvais le partager avec d'autres. C'est-à-dire que j'avais ma Jeep Willys, mais ça me faisait chier d'aller sur les pistes toute seule. Donc j'emmenais du monde dans ma Jeep. Ouais. J'avais un super vélo, mais c'était ok, mais j'allais partager le super vélo avec des gens qui avaient des super vélos et on allait faire du DH avec les gens. J'avais une belle maison, mais tout seul, ça m'aurait fait chier grave d'avoir une belle maison. Je la partageais avec ma compagne qui avait envie de ce projet, et puis on allait partager cette belle maison avec des gens puisqu'ils allaient venir chez nous et payer pour vivre chez nous. Ok. En fait, j'achetais d'une certaine manière l'amour des autres ou le partage que j'avais avec les autres. L'argent était un moyen pour moi d'avoir du monde autour de moi et de partager ma vie avec les autres. Et comment tu perçois ça aujourd'hui, maintenant que t'as taffé sur toi? Je pense qu'aujourd'hui, ça reste. C'est-à-dire, j'aime les autres, mais l'argent n'est plus devenu le moyen pour y arriver. Je vais aller avec le cœur, avec la spiritualité, avec mon travail. Quand j'accompagne des équipes, je vais donner qui je suis, mais pas parce que j'ai de l'argent. Okay. Je vais pas utiliser l'argent pour donner qui je suis. Je vais donner qui je suis pleinement. Je vais essayer de me mettre dans ma vraie nature, avec mon humilité et mon arrogance, parce que on reparle de le curseur. Et donc montrer, être exemplaire dans le métier que j'ai appris avec Jean-Jacques Molahuc pour être team builder. Il y a 9 postulats, dont la vérité, parce que lui c'est central chez lui, mais il y a aussi l'exemplarité. Si je dis à des gens des choses et que je fais pas ce que je dis aux gens de faire, il y a un truc qui va pas, quoi. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Ah ouais, ok. Oui. C'est sûr. Bon, alors, j'étais pas aligné. Oui. Je manquais d'alignement. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour continuer l'histoire, je me suis ennuyé. Parce que j'avais pas trouvé le sens à ma vie. J'adore Frankl. Je sais pas si tu connais Viktor Frankl qui a écrit La logothérapie. Pas du tout. Un petit bouquin que alors franchement, je vous invite tous à lire ce livre. Viktor Frankl, logothérapie, donner un sens à sa vie. Il a quand même découvert scientifiquement que si t'as pas de sens à ta vie, tu meurs. Ah oui. Et il a étudié les gens dans les camps de concentration parce qu'il était juif. Et il a dit, en fait, il n'y a pas de raison qu'on continue de vivre dans ces conditions. C'était invivable, quoi. Inimaginable. On était pire que de la merde, on était sous-traités, on était battus, on était mal nourris. Pourquoi on mourrait pas? On dit mourir? Oui, je crois. Mourrait pas. Pourquoi on ne mourrait pas?
Et il a dit, voilà, il a étudié ces gens. D'ailleurs, c'est génial parce qu'il a fait des cercles de parole. Il y avait les capots qui venaient aussi un peu cachés dans les baraques pour discuter de ça. Et il savait qui allait mourir demain. C'est ceux qui avaient perdu le sens. Et comme ils étaient très, très décharnés, très malades, en fait, prêts à mourir, il suffisait que le sens quitte le cerveau pour qu'ils meurent. Alors que nous, si on n'a plus de sens, on va encore vivre longtemps parce que on va être pris en charge par les médecins. Oui, bien sûr. Mais c'est génial. Donner du sens à sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, dans notre vie, je pense qu'on est tous à chercher du sens dans notre vie. En quête de sens, ouais. La quête de sens, c'est... Ouais, La quête. Et moi, mon sens n'était pas aligné avec ma vie. Donc je me suis ennuyé. Ok. Et il a fallu que je fasse quelque chose pour que je m'ennuie plus. Donc j'ai fait beaucoup de sport, donc je pense que j'étais déjà un peu en dépression. J'ai commencé ma dépression à ce moment-là. J'avais quitté tous mes amis, ma famille était loin, mes enfants habitaient à côté de Grenoble avec l'ex-maman. Même si j'allais tout le temps les voir, c'était compliqué, c'était fatigant. J'étais au milieu de la forêt, j'étais tout seul, j'avais pas d'enfants. T'avais déjà fait des enfants en fait avec. Ouais, j'avais deux enfants avec une autre mon ex. femme précédente. Ok, Ouais. d'accord. Mes enfants avaient 8 ou 10 ans. Je faisais la route tous les 15 jours pour aller les chercher. J'ai cassé 3 voitures. Comme j'avais de l'argent, c'était pas un problème, mais c'était aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en fait, à un moment donné, comme j'étais beaucoup dans le déni, j'ai pas accepté que j'étais en dépression. Ça, fallait pas m'en parler de ça. Non, moi, non. Jamais. J'ai écrit sur une feuille. Mais c'est ça, mon plan de vie. Ouais, non, je fais très bien. Je fais très très bien. Et j'ai fait beaucoup de sport. Et donc je me suis, au lieu de prendre des cachets, je me suis shooté à l'endorphine. Et j'étais gros sportif. Tous les jours. Encore aujourd'hui, je fais du sport, mais beaucoup moins fort. Et puis surtout, j'ai pris conscience qu'il y a de l'endorphine et que ça m'apporte du soutien et du bien-être. Alors qu'avant, je savais pas ce que c'était. Moi, l'endorphine, j'ai appris ce que c'était plus tard. Jusqu'à ce que j'ai acheté cette boîte. Donc j'ai créé quelques sociétés, mais d'immobilier qui n'étaient pas passionnantes. Et d'ailleurs, ça m'a fait chier justement parce que c'était que les gens de l'immobilier, souvent, ils pensaient qu'à l'argent et ça m'emmerdait en fait. Moi, j'avais envie que les gens soient heureux d'acheter une maison. J'ai essayé de changer des trucs, mais ça, j'avais pas la pêche ou j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc là, j'ai pas reçu beaucoup d'argent, mais ça allait. Il y a, pour le coup, mon ex-femme est agent immobilier à Lille. Et tu vois, elle a réussi, je crois, à mettre du sens dans tout ça. Elle fait ça depuis 16 ans. Et en fait, elle est trop heureuse de vendre des maisons. Enfin, tu vois, comme tu disais, les gens, ils achètent des piscines, tu vois, il y a un truc un peu glamour. C'est vrai que l'achat d'une maison ou d'un appartement est jamais anodin, quoi, tu vois. Sauf quand tu investis, effectivement, mais c'est pas la même chose, quoi. Ouais, alors c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Si elle a réussi moi, j'ai pas réussi à trouver le lien. Mais en fait, quand tu achètes une maison, tu l'achètes d'une manière émotionnelle. Si c'est pour toi, hein. Je parle pas des investisseurs. Oui, bien sûr. Parce que tu vas mettre ta vie dans ta maison, tu vas mettre ton corps, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vas recevoir tes amis dans ta maison. Et en fait, nous, j'ai un peu de mal maintenant de dire nous, parce que j'embarque les gens avec moi. S'ils sont pas d'accord avec moi, ils ont tout à fait le droit. Mais je veux dire, j'achète. C'est émotionnel. Donc, c'est assez génial. Bien sûr. D'accompagner les gens dans cet achat émotionnel. Mais il faut en prendre conscience. Et nous, les professionnels, je pense qu'il faut qu'on dise aux gens, vous avez vu, le toit, il n'est pas en super état. Et on ne sait pas, enfin, j'en connais pas beaucoup qui savent faire ça. C'est un peu dur d'être transparent, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Et comme c'est émotionnel, plus les gens vont acheter n'importe comment, à n'importe quel prix, et c'est pas juste. Ouais, je comprends. Voilà. Donc si t'as ton ex, c'est ton ex, tu disais ? Ouais, mon ex-femme. Elle a trouvé cet alignement et qu'elle est OK avec ça. Pleine transparence, Super. En fait, tu vois, parce c'est magnifique. Elle est un peu ce truc très vertueux, je trouve, et qu'elle a fait d'entrée en fait, je suis là pour le long terme, et donc en gros, je vais vendre une maison à des gens qui vont peut-être me la donner à vendre dans quelques années, dans 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Donc, faut pas que je les bullshit, quoi, tu vois, faut pas que je leur raconte de la merde. Donc, et je trouve que c'est hyper inspirant la façon dont elle l'a fait par rapport à effectivement d'autres agents immobiliers que tu peux croiser dans ta vie. De toute façon, tu entends tellement de gens qui disent que les agents immobiliers sont des escrocs, etc. Et ce qui est faux en fait. C'est un poil mettre tout le monde dans le même panier, quoi, tu vois. C'est pas des escrocs, je crois qu'en fait, moi, ce que j'ai pas aimé,
C'est toujours parce que j'avais un gros besoin de reconnaissance. Et en fait, les gens qui achètent des maisons, et je comprends très bien, hein, moi le premier, j'ai pas envie de payer une commission à quelqu'un qui me doit me trouver une maison alors je peux la trouver tout seul. Exactement. Donc en fait, t'es entre le marteau et l'enclume parce que les gens qui vendent leur maison, ils se disent je vais en profiter, mais si je peux vendre en direct, je vais me prendre la com parce que voilà, je vais vendre plus cher ou je vais trouver plus de clients parce que lui, il se prend quand même 10 000 euros. Enculé. Parce que c'est ça. Hein. Bien sûr, il y a un côté. Il y a des gens qui va gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Il y a des gens qui sont là-dedans, c'est clair. Voilà. Et puis les acheteurs, ils disent putain, si je pouvais chanter le mec, ça serait cool. Donc en fait, c'est insupportable ce sentiment. Ouais, je comprends. Tu fais un métier, t'es pas reconnu. Si on peut te chanter, si on peut ne pas t'utiliser, tant mieux quoi. Bah non, merde, j'ai pas envie de faire ce métier. Ok. Donc t'as fini par acheter cette fameuse boîte, c'est ça? Et en fait, par mon métier, j'ai rencontré un gars qui a bien compris qui j'étais, dans quel état j'étais, et qui m'a bien manipulé. Parce que je dis, il n'y a jamais de manipulateur sans manipuler, et j'étais manipulable. Et donc, il m'a chopé, quoi. Et il a mis 2 ans à vendre sa boîte. Il me l'a très bien vendu. Parce qu'il a même réussi à me doubler le prix d'achat, de vente, entre la première fois où il m'a vu et quand j'ai acheté la boîte. C'était 150 000 euros, je l'ai acheté 350 000 euros. Ou 300 000 euros, je sais plus. Et voilà. Et c'était une très belle boîte de piscine de Perpignan. Ah, donc t'étais reparti dans les piscines, donc. Ouais. Et j'avais dit pourtant que je recommencerai plus jamais de ma vie. Et là, encore l'ego à fond, la dépression là-dessus, inconsciente et refusée. Attends, excuse-moi, juste pour parler de dépression avant d'aller là-dedans, mais tu vas pas, t'es pas suivi par un psy à l'époque, ou une psy? Ok. C'est quoi un psy? Ça sert à quoi? T'es con quoi? C'est pour ceux qui sont malades? Ouais. C'est terrible. Terrible. Mais bon, bien sûr. Puis il y a un côté... Tu sais, j'ai un autre podcast où je fais parler des mecs de masculinité. Souvent les mecs, ils veulent pas trop demander de l'aide. Tu vois, il y a un peu ce truc aussi de... Ouais. Je vais m'en sortir tout seul, je suis un bonhomme. Alors, c'est très intéressant ça, parce que une de mes forces, et c'est ça qui m'a sauvé la vie, c'est que je sais demander de l'aide. Je sais appeler au secours parce que je suis un enfant aimé, que j'étais central dans la famille et que j'étais important, que je savais dire aidez-moi. Mais en revanche, là, sur cette histoire de dépression, comme t'as pas... Ah non, mais j'ai pas capté que... Moi, j'étais capable de demander de l'aide à n'importe qui, mais là, j'avais pas demandé de l'aide sur quelque chose, j'avais pas du tout conscience qu'il fallait que j'ai de l'aide. Ok. Donc, dépression, machin, t'achètes... En fait, c'est maintenant que je comprends que j'étais déjà en dépression. Hein. Bien sûr. C'est un regard en arrière sur ma vie. À l'époque, pas du tout. Je rencontre ce mec par rapport à une maison, une très très belle maison que je vends, et un problème de piscine, donc je veux régler ce problème pour ses clients que j'aimais beaucoup. Hein. Et donc je rencontre ce mec parce que c'est la plus belle boîte de Perpignan. Et il me manipule. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait il fait tout ce qu'il faut pour me faire croire qu'il est malade, que ça va pas bien, qu'il cherche quelqu'un pour racheter sa boîte, blablabla. Okay. Et puis moi en fait je joue le petit coq, le petit arrogant. Ouais, si tu veux vendre ta boîte, il va falloir que tu t'alignes, machin, on va discuter. Nanana. Okay. En fait il était bien plus fort que moi. J'ai rencontré mon... Je pense que là, il y a l'univers qui m'a dit, bon, Charlie, il faut que tu t'occupes, faut que ça va pas, ta vie. Et c'est mon problème. D'ailleurs, dans ma vie, je vois bien, c'est qu'il faut des chocs terribles. Il faut qu'il y ait de la violence pour que je comprenne les choses. Ça me fait chier. Hein. Encore dernièrement, je me suis fait mal physiquement. C'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Le confinement, je l'ai refusé complètement. Je me suis cassé une côte en courant, quoi. Parce qu'on m'a dit... faut que tu restes chez toi. Je dis, moi, je peux rester chez moi. J'accepte pas le confinement. Je me suis cassé une côte. C'était génial. En même temps, j'ai un ange parce que tu vas pas à l'hôpital quand tu te casses une côte. Hein. Tu restes chez toi, tu bouges plus. T'as tellement mal que tu restes allongé. Voilà. C'est ça qu'on m'envoie tout le temps. Mais là, on m'a envoyé un mec qui m'a tué, quoi. Et il m'a vendu sa boîte. J'ai fait un emprunt et j'étais tellement puissant que j'ai réussi à emprunter de l'argent à des banques, à aller les voir, leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils me prêtent de l'argent, et ils m'ont prêté de l'argent sans problème. Beaucoup d'argent. Ils m'ont même prêté de l'argent qu'ils ne prêtent pas d'habitude, c'est-à-dire pour rembourser le compte courant
d'un associé, souvent, ils prêtent pas l'argent là, dans ces cas-là. Ils m'ont prêté l'argent pour ça, 50 000 € en plus. Et après, j'ai emprunté de l'argent dans la boîte pour acheter des tas de trucs et tout. Et je m'étais dit dans ma tête, c'est super, t'achètes cette boîte, dans 7 ans, tu la revends, 4 fois le prix, et après, tu travailles plus, t'es à la retraite. Projection once again. Voilà, c'est ça. C'était génial. J'allais être riche dans 7 ans. J'avais à l'époque 40 ans, je crois, un truc comme ça. Et crise de quarantaine. Et je me dis, retraite à 47 ans. Je voulais dans ma tête ne plus travailler à 50 ans. Ok. C'est intéressant. Je pense que cet épisode sera sorti au moment où vous écouterez celui-ci, mais je vous invite à aller écouter l'épisode avec Sébastien qui a vendu sa boîte. Il m'a pas donné la somme exacte parce qu'il peut pas, mais une somme à 8 chiffres, donc il est très riche. Et lui, son objectif, c'était avant 40 ans. Et il a vendu sa boîte à 39. C'est intéressant de voir la façon dont il gère ça maintenant, qu'il a tout cet argent. C'est vraiment l'épisode, je trouve, est fascinant. Il est en plein dedans, hein, mais c'est intéressant. Bon, bref, je fais une petite promo pour un épisode. Ok, donc t'empruntes tout cet argent. Voilà, et puis, mais en fait, je veux raconter un truc qui m'a fait comprendre que je m'étais fait manipuler. Et c'est là aussi que j'ai dit, c'est la fin du monde, il faut que je me batte. C'est quand je suis rentré dans cette boîte, le jour où j'ai acheté cette boîte, j'ai trouvé un avocat à la con, j'ai tout fait pour me casser la gueule. Je rentre pas trop dans les détails, mais sauf si tu me poseras des questions. Mais ce que je veux raconter, c'est, j'arrive dans cette boîte le matin où j'avais acheté, quelques jours avant, ou la veille, je crois, signer les papiers, donner l'argent. J'arrive dans cette boîte, la secrétaire m'accueille, dit bonjour monsieur, je dis bonjour, elle me dit vous êtes qui? Je suis le nouveau propriétaire. Elle me regarde, elle dit quoi? Il l'avait dit à personne. Il l'avait dit à personne. Putain. Je dis monsieur machin est là, elle me dit oui, il est dans son bureau, je vais dans son bureau, il m'attendait, c'était tout nickel. Il se lève, il me tend la main, il me dit bonjour. Il me tend des clés et il me dit tenez, ça c'est à vous maintenant. Et moi, je dis vous allez quand même montrer quelle clé ouvre quelle porte. En déconnant, tu vois. Et il me dit vous allez le trouver tout seul, c'est le jeu. Oh putain. Et là je me suis dit t'es mort. T'es mort. Et ça a été la descente aux enfers. Parce que je me suis trouvé tout seul dans une boîte que je connaissais pas, avec des gens qui étaient pas du tout au courant. On a fait un rendez-vous avec tous les ouvriers. Il m'a descendu devant les ouvriers comme une grosse merde. Il m'a humilié. Et moi, c'est mon problématique, c'est l'humiliation. Et là, j'ai senti la dépression qui me gagnait. Parce qu'en plus, j'ai arrêté de faire du sport. Parce que j'avais plus le temps. J'ai bossé 17-18 heures par jour. Je roulais à tombeau ouvert avec mes bagnoles. C'était waouh. Et j'ai mis 3 mois pour exploser en vol. Au bout de 3 mois, j'ai fait un burn-out. Mais le vrai burn-out, c'est-à-dire incapable de prendre une voiture, tu te lèves plus. T'as peur de tout le monde. Je me souviens que ma compagne elle s'approchait de moi. Je lui dis t'approches pas de moi. J'avais peur d'elle. J'avais peur de mes employés. Quand un employé arrivait vers moi, j'étais en nage. Il fallait que je prenne un anxiolytique tout de suite. C'est génial les anxiolytiques. Moi, je les conseille à tous ceux qui sont en panique parce que c'est à la seconde même que tu l'as avalé, tu te sens bien. Donc je pouvais lui parler, etc. Mais c'était... Et j'ai dit, putain, t'as emprunté beaucoup d'argent. Il va falloir que tu rembourses aux banques. T'es dans une boîte qui, en fin de compte, n'était pas celle qu'on t'avait dit. T'as été complètement... Il était d'une manipulation fantastique. C'était impuissant, très très puissant. Il m'a habillé, il m'a fait croire des tas de choses que je voulais voir. Il a été dans mon sens tout le temps. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont capables de ça, mais ils peuvent être comme ça uniquement avec des gens comme moi qui sont prêts. Il faut toujours, comme tu disais tout à l'heure, à manipuler pour qu'une manipulation marche. Et donc voilà, je me suis battu, j'étais parano, j'avais peur de tout,
Même à un moment donné, j'ai demandé d'aller en hôpital psy. Je me suis fait interner pendant 1 semaine. Et le psy m'a dit, mais vous avez rien à foutre là? Je dis, si vous voulez rester, c'est très bien. Moi, ça remplit mes lits, mais franchement, vous avez rien à foutre là. Donc, je suis vraiment resté. J'avais mon petit cachet tous les matins, ou tous les soirs, tous les midis. Et pourquoi il t'a dit ça? Il a pas vu que t'étais au... Si, mais il a dit, mais c'est de la connerie en fait, faut aller bosser les gars. C'est juste, voilà. Alors que toi, t'étais en train de crever. Ouais, mais il avait raison et tort. Enfin, je veux dire, j'étais pas malade j'étais pas allé dans un hôpital psy. J'étais juste à suivre, à coacher. Il aurait fallu que j'ai eu un coach. Enfin, ouais, j'avais besoin d'aide, mais pas être dans un hôpital. De mon point de vue, si t'arrives plus à parler à tes employés, c'est que t'es dans un niveau de détresse qui nécessite un peu plus que du coaching. Oui, bien sûr. De psy, puis là, j'ai été voir des psys, j'ai eu un psychiatre, plusieurs. Enfin, c'était chouette. J'étais vraiment soutenu. Ok. Et donc, ce qui était très chouette, c'est que j'ai su demander de l'aide et j'ai été très aidé. Vraiment. Mon père est venu, je me souviens. C'était pas la meilleure chose à faire, mais en tout cas, il est venu pour m'aider. Ma sœur. Ma compagne à l'époque, elle était perdue, elle comprenait rien de ce qui se passait, c'était compliqué pour elle. Et puis, les banques m'ont aidé, m'ont suivi aussi, entre guillemets, ils ont vu que ça allait pas très bien, mais ils avaient confiance, donc voilà. J'ai été voir des psys, et puis je me suis battu, et puis j'ai été voir le président de la chambre du tribunal de commerce, qui m'a dit c'est bien que vous veniez, parce qu'à l'époque, il venait 2 ans avant de mettre en place un système juridique qui s'appelle la sauvegarde judiciaire, je crois que ça s'appelle. C'est avant la liquidation, c'est ça? C'est avant le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, ok. Parce qu'il m'a dit, je me souviens, tu vois, il y a des phrases comme ça qui te restent, il m'a dit, merci d'être venu, parce que la plupart des gens qui viennent me voir, en général, j'ai plus qu'à mettre le couvercle sur le cercueil. Cool. Tu vois un peu l'image? On revient toujours à cette histoire de vie et de mort, de gagner sa vie, ça veut dire que tu peux la perdre. Et il me dit ça, et je dis, chouette, quoi. Et ça veut dire qu'il va me sauver. J'avais besoin qu'on me sauve. Et donc, c'est lui qui m'a dit, on va vous mettre en sauvegarde judiciaire. Et ça m'a transformé, même si c'était très compliqué, parce qu'en fait, l'administrateur judiciaire qui m'a accompagné, il connaissait pas trop la sauvegarde et il m'a traité comme un redressement judiciaire. Ok. Alors que c'est vraiment 2 choses très différentes aujourd'hui, et c'est traité de la même manière, de manière très différente. Mais il m'a un peu, comme il savait pas trop, je devais faire contresigner mes chèques, donc j'allais. C'était très compliqué administrativement, mais je me suis senti protégé. Et moi, j'ai un vrai grand besoin. Pourtant, j'aime la liberté, mais j'ai vraiment un fort besoin de sécurité. Marshall Rosenberg, dans la CNV, en parle. Un des premiers besoins, c'est la sécurité. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu t'es quand même foutu caution personnelle pour ce prêt. Et c'est ça qui te fout dedans, en fait. Fondamentalement, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, c'est qu'en fait, quand tu empruntes de l'argent au nom d'une boîte, normalement, ça te protège à titre perso, quoi. Ouais, mais si tu empruntes beaucoup d'argent, ils te disent ok, on veut bien vous prêter, mais si la société fonctionne mal ou si elle s'arrête, il faut bien que quelqu'un nous rembourse. Est-ce que vous voulez bien vous porter caution? J'ai dit ouais, bien sûr. Alors je savais qu'il y avait des choses à pas faire, type hypothèque et tout ça, donc je l'ai pas fait, mais en tout cas, je me suis porté caution personnelle sur les prêts bancaires. Et d'ailleurs, ça avait été un peu compliqué parce que je me suis dit, quand même, je m'engage vachement là sur des trucs bizarres. J'ai un peu le cerveau qui s'est allumé à ce moment-là parce que j'étais sous manipulation en fait de cet homme. Et j'ai mis du temps à signer les cautions personnelles. Et il est venu me voir dans le bureau. Il était grand, il avait une tête de plus que moi. Et il m'a aboyé dessus en me disant si vous signez pas les cautions personnelles, je casse la vente. Et là, il a touché juste l'ego. Quoi, tu vas casser la vente, toi, pauvre con? Moi, Charlie, qui ai acheté ta boîte.
Tu crois que t'as le pouvoir de casser, tu vois? Alors que ça aurait été génial, j'aurais dit, mais vas-y, casse la vente. Avec ce recul, je me dis, mais tellement puissant il a dit les mots qu'il fallait pour que j'aille très vite signer les cautions personnelles. C'était une puissance phénoménale. Voilà, donc j'ai signé les cautions personnelles et ça m'a engagé, et ça m'engage encore aujourd'hui. Donc Ce qui est logique, hein, parce que finalement, quelque part, j'ai promis aux banques de le rembourser. Donc aujourd'hui, donc c'était il y a combien de temps? 10 ans? 2008. Ok. T'es toujours en train de rembourser cette dette auprès de la banque? Pas vraiment. Ok. Faut que j'explique ça maintenant, si tu veux. Si tu veux, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler en rapport avec ça? Oui, je veux juste finir l'histoire de cette boîte parce que c'est intéressant de se dire, ok, donc j'étais en sauvegarde, je me suis mis en sauvegarde judiciaire, j'ai été donc protégé, donc c'est sûr que c'est important la protection. En France, c'est quand même, les choses sont quand même bien faites. Alors bien sûr, il y a plein de dérives. Hein. Les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui disent ah non, mais bon, blablabla. Mais ok, quand même. Il y a quelque chose qui s'est. La justice, je vous sollicite pas d'aller trop la voir parce que c'est compliqué, mais si vous avez vraiment besoin, on a quand même une justice qui tient à peu près la route en France. Et donc j'ai été ouais, personne m'a aidé à gérer ma boîte, hein. Pas du tout. Mais par contre, tu gèles toutes tes créances à tous tes fournisseurs. Je payais, j'avais aussi gelé mon remboursement d'emprunte. Ça te donne quand même vachement d'oxygène. Et puis, t'es protégé par la loi, donc on peut pas venir te prendre des trucs. Tu vois, c'est vachement agréable parce que quand tu t'es comme ça, t'as tellement peur. T'es tout seul. Les chefs d'entreprise sont très très seuls. D'ailleurs, la vraie problématique des chefs d'entreprise, c'est leur solitude. Bien sûr. Et donc, 6 mois, renouvelé 6 mois, et je suis sorti de la sauvegarde, 1 an après. J'étais vachement fier d'avoir réussi ça. Parce que forcément, dans tes employés, il y a des gens qui sont partis, qui ont fui, les rats quittent le navire, on dit, donc c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, je leur en veux pas, hein, je comprends qu'ils flippaient, qu'ils se sont dit... Mais c'était très compliqué, mais je m'en suis sorti, et ça, j'en suis très fier de moi, et très fier des gens qui m'ont accompagné, et notamment de mes salariés de l'époque. Mais au bout d'1 an, j'étais trop fatigué. Pourtant, j'avais réussi à avoir de l'argent. J'avais gagné de l'argent. Ma boîte, il y avait sur mon compte d'entreprise, plus de 100 000 ou 150 000 euros sur mon compte courant. Enfin, mais tellement fatigué, j'ai dit non, j'en peux plus, quoi. Je vais crever. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, j'ai dit à mon administrateur judiciaire, j'en peux plus. Je veux liquider ma boîte. Et là, il n'a pas compris. Il dit, vous savez ce que ça va, vous savez où vous allez si vous faites ça? Vous perdez votre boîte du jour au lendemain et vous devez rembourser du jour au lendemain vos cautions personnelles. Je dis, je sais, mais c'est ma vie contre l'argent. Je préfère... sinon, je vais mourir. Il m'a dit, vous êtes sûr, hein? Parce que il avait le pouvoir, hein, le juge allait dire ok. Et donc là, tu passes pas en redressement judiciaire. Hein. C'est liquidation directe. Et j'ai compris ce que c'était qu'une liquidation parce que quand ça a été liquidé, je n'étais plus le gérant de ma boîte. C'était fini. J'avais même plus le droit de rentrer dans ma boîte. Donc voilà, je voulais aller jusque-là parce que je pense que je me suis sauvé. Enfin, j'ai sauvé ma vie, mais en contrepartie, de me dire tu vas payer, parce que quand tu dois 500 000 euros, tu payes, enfin peut-être que je vais les gagner, que je vais les rembourser, mais je me dis je vais avoir ça toute ma vie sur ma tête en fait. Et après faut vivre avec ça. Ça a été très très compliqué. Tu passes par plein d'états après. Tu veux plus rien avoir avec l'argent. L'argent c'est de la merde. Tu en veux au monde entier, tu en veux aux banques qui t'ont prêté de l'argent, t'en veux... Je me suis séparé parce que voilà, c'était trop compliqué. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Je squattais, j'ai déménagé 17 fois, je crois, en 3 ans. Et j'ai toutes mes affaires tenaient dans ma voiture. J'étais un SDF, en fait. Mais en fait, j'avais mon psy et j'avais ma peur, c'était de tendre la main dans la rue. Je voyais tous ces SDF dans la rue, je dis, oh, je vais être comme eux, ça va être horrible.
Et j'avais la peur de ça, en fait. Mais j'aurais eu ça, parce que j'avais des parents qui avaient de l'argent, qui m'auraient soutenu, j'avais des frères et sœurs, des amis. Jamais ça me serait arrivé. Mais encore l'ego qui dit t'es plus rien, t'as plus d'argent, t'es plus rien. Puis en plus, on te le montre bien là par contre, hein, quand liquidation judiciaire, on t'aide plus, quoi. T'existes plus en fait. Il n'y a plus rien qui t'aide. Si, j'ai été voir le RSA. Il m'a dit ah ouais, mais il faut vos 3 derniers bilans de société. J'ai dit mais attendez, ah non. Pour qu'on me donne 475 € par mois, il a fallu que je me monte patte blanche parce qu'en fait, j'étais un mauvais garçon, puisque j'étais patron de boîte. Comme tu disais tout à l'heure, on disait en off que les patrons en France, ils sont mal considérés. Et oui, c'est vrai, les petits patrons... Ouais, en fait, je crois qu'il y a un amalgame entre les gros patrons dont on parle dans tous les médias, etc., qui sont riches à milliards, à millions, etc. Et puis les petits patrons qui sont pléthores en plus. C'est l'immense majorité qui sont en train de galérer avec à côté de leurs employés, quoi, tous les jours. Ouais, enfin bon, après moi j'ai un peu mon idée là-dessus aussi. Je pense que c'est pas les patrons, c'est les hommes en fait. Il y a des bons et des moins bons et on a tous... ça dépend qui on met au volant de notre bus. Bien sûr. Et je trouve que les grands patrons, ils ont aussi souvent plein de belles choses à nous dire. Ils ont du pouvoir souvent en plus. Et souvent quand on parle avec eux, ils ont envie de changer le monde. Plus que de s'enrichir personnellement. Ça va avec, on est ok. Mais ils veulent aussi changer le monde. Donc... j'aime bien les Américains pour ça. Moi, j'ai kiffé l'année que j'ai passée aux États-Unis parce qu'il y a vraiment les deux curseurs aux États-Unis. Il y a le pire et le meilleur. Alors que nous, on veut faire croire qu'on est toujours bien en France. On est les meilleurs, en fait. On a des égos surdimensionnés, mais on dit jamais... Enfin, voilà. Donc, aux États-Unis, quand t'as liquidé ta société, t'es reconnu. T'as une vraie reconnaissance. On va plutôt... faire confiance à quelqu'un qui a eu une société, qui a arrêté en liquidation judiciaire sa boîte, parce qu'il a vécu des difficultés, parce qu'on reconnaît la difficulté financière et qu'un patron, c'est compliqué pour lui. Et donc, il a vécu ça, il est encore vivant, il a envie de remonter une boîte, on va l'aider. Alors qu'en France, on va dire, oh, bah non, on va pas te prêter de l'argent à toi. Toi, t'as été un patron, t'as liquidé ta société, t'es un mauvais garçon. T'as dû faire des malversations, t'as dû mettre de l'argent au black dans ta poche. Mon petit salaud. C'est ça, comme ça qu'on nous regarde, nous. Et c'est terrible. Bah, si tu le dis, je te crois. Hein. Si c'est comme ça que c'est comme ça que mais c'est comme ça qu'on nous regarde. Ok. C'est bien fait pour toi, en fait. Qu'on t'a regardé, en tout cas. Ouais, qu'on m'a regardé, moi. T'as raison. Pardon en jeu. Merci, Marshall Rosenberg. Et donc, oui, j'ai senti ça. Okay. Et merci au président... avant Sarko, c'était qui ou après Sarko C'était Hollande, après Sarko. Hollande. Merci Monsieur Hollande, parce qu'il a eu le courage de dire à la Banque de France, arrêtons de tous les patrons qui ont liquidé leur société, qui devaient de l'argent, ils étaient blacklistés. Okay. Et c'est lui qui a enlevé ce truc-là, donc on n'est plus blacklisté, on est dans la norme. Et moi j'ai reçu une lettre de la Banque de France qui disait maintenant, grâce à la loi Hollande, vous avez... Ok. C'est génial, quoi. C'est un grand pas, j'ai trouvé, pour valoriser ces patrons qui se retrouvent dans des difficultés financières ou liquidation judiciaire et qui peuvent plus en fait emprunter, puis aller voir des banques, puis remonter une boîte. Alors oui, il y a des gens qui sont mauvais. Enfin, il y a des brigands partout. Ouais, c'est pas sûr. Que dans les patrons. Tu vois. Chez les employés aussi, il y a des brigands. Tu vois, pour moi, c'est très important de remettre les choses à leur place. Peut-être que les patrons, ils ont des égos un peu plus forts que les autres, mais ce qui est incroyable dans les patrons, c'est qu'ils savent prendre un risque. Et ils ont envie de prendre un risque. Et c'est beau. Il faut reconnaître ce risque qu'on prend en tant que patron. Quand on se lance, quand on achète une boîte, quand on crée une société, on prend un risque, quoi. Très fort. Et surtout en France, où on n'est pas très aidé. Voilà, donc pour moi, l'argent aujourd'hui, c'est tout à fait juste, et c'est ok pour moi que des patrons gagnent beaucoup d'argent. Après, ce qui est important pour moi, c'est que l'argent que je gagne en tant que patron, mes employés ils savent combien je gagne, et que ça soit pas un fantasme, ou que c'est...
on dit que c'est pas possible. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Après, la difficulté, c'est que si le patron, il gagne 1000 fois plus qu'un salarié qui est dans sa boîte, c'est peut-être pas très juste à ce niveau-là. Et comment on peut faire ça? Comment on peut l'expliquer? Parce que comme dit Christian Junod, l'argent, c'est un étalon. Et qu'un salaire qu'on reçoit par rapport à un travail, ça reste quelque part, on étalonne la valeur que tu as en argent de ton travail. Et ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr. Quand il y a des grosses différences de salaire. Mais j'aimerais bien, je crois que je vais recevoir justement un patron ou une patronne de boîte, parce qu'il y a de plus en plus de startups qui font ça, tu sais, qui rendent public même leur grille de salaire, quoi. Et c'est un vrai bon pas en avant, je trouve. Ouais, je trouve ça très chouette. Et pour ça, peut-être que grâce à ça, on va dédramatiser ou donner sa vraie valeur à l'argent. Parce que la vraie valeur de l'argent, c'est un étalon et c'est une manière d'échanger des services ou des produits entre nous. Moi, j'aime bien Christian Junod qui dit l'argent est amour. Quand je dis ça, souvent on me regarde avec des yeux, il est fou celui-là. L'argent est amour, et peut-être il va loin, Christian, parce qu'il dit, et peut-être qu'on va régler les problèmes du monde grâce à l'argent. Ah, mais j'en suis à peu près convaincu. Ah oui. C'est-à-dire que quand je vois, moi, les Jeff Bezos, Elon Musk, etc., monter dans leur vaisseau spatial et dans leur navette, et en fait, aller voir la planète de très haut, et qu'en fait, quand les mecs redescendent, je sais pas ce que ça a créé chez eux, en fait, mais ils ont tellement d'argent qu'en fait, ils peuvent décider de changer la face du monde en l'espace de quelques années, s'ils le souhaitent, quoi. Et Elon Musk avait d'ailleurs dit moi, je suis prêt à investir l'argent qu'il faudra pour régler la faim dans le monde si on me donne une comptabilité ouverte. Il avait dit, je crois qu'il a dit ça, hein, je sais pas, j'écoute pas à trop. l'ONU. En fait, moi, je donne de l'argent à l'ONU qu'il faut pour financer et régler la faim dans le monde, mais simplement, je veux une comptabilité ouverte, en open data, c'est-à-dire que tout le monde puisse aller voir. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie, hein, puisque aujourd'hui, la crypto-monnaie, elle est tout à fait... on peut tout lire, tout voir, on ne cache rien. Je ferai un épisode sur la crypto-monnaie. Ouais, après, je pense que Elon Musk, bon, il a aussi ses défauts et il n'a pas que des qualités, mais sûr que non. Mais je trouve que c'est il y a un côté chez lui de patron un peu exemplaire. Il se la pète un peu, il est un peu arrogant, mais quelque part. On revient à un curseur. C'est ça. Lâche un peu, essaye de mettre un peu au volant de ton bus l'homme humble que tu dois être, Elon Musk, s'il te plaît. Parce que là, tu vas nous montrer qui tu es aussi un peu plus. Alors, il le fait de temps en temps, mais voilà, c'est pas forcément évident. Et je pense aussi que nous, les journalistes, nous, les hommes et les femmes de cette terre, on a tendance aussi à mettre les gens dans des boîtes ou sur des d'oublier un peu de nuance et de curseur, quoi. C'est ça, ouais. Je crois que... Donc, pour revenir à ta situation actuelle, où est-ce que t'en es? Tu veux que je te parle de quoi, en fait? Maintenant, tout de suite, dans le moment présent où j'en suis? Ouais, par rapport à il y a 14 ans, c'est ça? Comment ça s'est passé ta vie depuis? Faut que je raconte ma vie ou je raconte maintenant ce que je fais aujourd'hui, où j'en suis avec l'argent? Où t'en es avec l'argent là aujourd'hui, maintenant, en fait? Ouais. En fait, je pense on peut revenir sur le passé, mais là, je suis en 2022 à un moment clé de ma relation à l'argent et de mes dettes. On va parler de mes dettes parce que j'ai 2 banques à qui je devais de l'argent. Une banque qui m'a tout de suite demandé de le rembourser. Et tout de suite, j'ai dit, je vous donne 50 € par mois. Et ils m'ont dit, ok. Celle-là, je devais 80 000 €. À coût de 50 €, il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment. Et les banques sont, à mon avis, trop riches. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais celle-là, je te trouvais ça plutôt intelligent. De dire, même 50 € par mois, on les prend. Bon, au bout de quelques années, ils ont vendu leurs créances à un privé.
J'imagine, je sais pas exactement comment ça marche, mais je pense qu'il dit, Charlie il nous doit 80 000 euros. Bon, avec les trucs et tout, j'étais pratiquement à 95 parce qu'à chaque fois ça augmente. Ils doivent dire, donnez-nous 30 000 euros, 40 000 euros et démerdez-vous pour récupérer l'argent chez lui. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Et j'ai reçu un courrier un jour en disant, vous nous devez 111 000 euros. J'ai reçu un courrier comme ça dans ma boîte aux lettres. 111 000 euros. Vous avez 15 jours pour nous régler. Je dis, mais c'est qui ceux-là? Je les connais pas. En plus, c'est des courriers avec boîte, machin. Il y a trouvé à Paris, place de l'Étoile. Enfin, tu vois, tu te dis, mais c'est qui ces gens? Je les connais pas. Donc, je réponds pas. Et puis, finalement, il m'envoie un recommandé. Donc là, j'ai bougé un peu. Puis, mon avocat m'a dit un truc à l'époque qui était très intéressant. Il m'a dit, oui, parce qu'à un moment donné, quand j'avais perdu mes jugements et que je devais rembourser les banques, je me dis, je vais me casser à l'étranger, je vais me cacher, Il me dit, ouais, vous pouvez faire ça. Mais vous allez avoir toute votre vie, vous allez vous cacher. C'est ça que vous voulez? Vous voulez vous cacher toute votre vie? Je dis, non, je veux pas ça. Donc il me dit, faites une offre. Vous avez le droit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Cette banque m'a dit oui tout de suite. Et l'autre, l'avocat a dit à mon avocat, ok, je vais transmettre à mon client, mais je suis pas sûr d'être encore vivant pour vérifier que Charlie aura remboursé sa dette. Et en effet, parce que à l'autre, je devais 480 000 euros. Et donc, on ne nous a jamais répondu. Ok. Donc, j'ai zéro nouvelle de cette banque depuis maintenant 10 ans. Parce que c'est avec l'histoire du jugement et tout ça, c'était en 2012 où j'ai perdu. Et je crois aujourd'hui, grâce au bouddhisme aussi, que je dois rembourser ma dette. Mais rembourser sa dette, ça ne veut pas forcément dire rembourser le montant que je dois à la banque, mais je peux le rembourser autrement. Il faut que dans ma tête, dans mon corps, dans toutes les pores de ma peau, il faut que je sente que j'ai remboursé cette dette. Pour l'instant, je ne l'ai pas remboursée. Et peut-être que le fait de... C'est tout à fait possible, hein, la loi, je suis en train de bien me renseigner à ce niveau-là, mais on dit qu'il y a prescription au bout de 10 ans. C'est-à-dire que si la banque n'a pas cherché à se faire rembourser ou il y a prescription, on lui laisse 10 ans pour mettre tout en œuvre pour se faire rembourser. Et j'ai pas un courrier, j'ai pas un coup de téléphone, j'ai rien qui m'oblige à les rembourser. Et moi j'ai fait une offre, donc je suis couvert. Donc aujourd'hui je me dis il y a prescription et en fait si on me fait ce cadeau, parce que c'est un cadeau, si demain on me dit, enfin pas à la banque parce que je pense qu'elle me le dira jamais, mais en tout cas la loi, pas la prescription, me dit vous devez plus cette somme-là, ça va me libérer forcément parce que aujourd'hui ça m'empêche de me développer financièrement, je suis sûr. Même si j'ai du mal à accepter, je crois que j'arrive pas à me développer financièrement aujourd'hui à cause de ça, parce que j'ai toujours peur de me dire on va me le piquer. L'argent que je vais gagner, on va me le piquer. Donc moi qui suis un entrepreneur, pendant longtemps j'ai vécu avec une voiture, c'était pas à mon nom. Je suis locataire, mais c'est pas à mon nom. Enfin, c'est compliqué. Je me cachais entre guillemets. Je payais mes impôts et tout, mais dans tous les cas, je faisais tout ce qu'il fallait pour que si un huissier venait chez moi, il me prenne pas mes affaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette dette, je vais la rembourser d'une manière ou d'une autre, et que si j'ai la prescription, ça va me permettre de me libérer de ça et d'en faire quelque chose profondément qui aura du sens pour moi, en fait. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Je comprends. Et je pense que voilà, c'est rembourser sa dette, c'est super important pour pouvoir se développer. Et pas se cacher. Donc je me suis mis à mon compte, mais il y a un truc, vraiment une belle manière de se mettre à son compte aujourd'hui, c'est la SCOP. Après, il y a d'autres types de sociétés, où en fait on est des entrepreneurs salariés, donc
En coopérative. Donc. Ouais, c'est une coopérative. Ça permet en fait l'argent qu'on gagne de le mettre en coopérative, donc il peut pas être saisi. Et en même temps, dans la coopérative, il y a aussi tout le travail du collectif, on s'entraide, etc. Et puis, tu touches un salaire en lien avec ce que tu fais rentrer comme chiffre d'affaires dans ta boîte, enfin dans la coop. Dans la scope, je trouve que c'est intéressant comme système. Après, il y a des dérives, mais voilà, c'est le moyen que j'ai choisi pour créer mon entreprise d'accompagnant, de coach et de team builder. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, en 2022, pour moi, il va y avoir un grand changement. Grâce au travail que j'ai fait avec Christian Junod sur l'argent, grâce au fait que ça va faire 10 ans et qu'il y aura peut-être prescription. Et j'aimerais vraiment donner la possibilité à des gens qui sont, et notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui sont dans des entreprises. Moi, j'aime l'entreprise. Les entrepreneurs, j'ai envie de leur permettre et de leur donner des outils, en tout cas de les aider, les accompagner en lien avec l'argent. On leur dit, t'as le droit de gagner beaucoup d'argent, t'as le droit de pas en gagner beaucoup, t'as le droit, enfin voilà, de se donner le droit. Bon, donc t'es à ta place là, si j'ai bien compris. Ouais, j'espère. Je suis jamais sûr d'être complètement à ma place, mais en tout cas, tous les matins quand je prie et que je fais Nam-myoho Renge-kyo, je me dis, tu vas vivre une belle journée et fais tout ce qu'il faut pour que ça ait du sens pour toi. Tu t'es converti au bouddhisme après toute cette histoire. Ouais. C'est un de mes meilleurs amis, Pierre, qui est dans la Soka Gakkai, ça s'appelle la Soka Gakkai. C'est un bouddhisme japonais. Donc il m'a... Ouais, on appelle ça dans notre jargon se transmettre la loi. Donc il m'a transmis la loi. Ça t'a fait du bien ? Beaucoup de bien. Et en fait, j'ai pas tourné le dos à la religion catho parce que je suis catho par mes parents. Je suis baptisé, etc. Mais mes parents m'ont appris ce que c'était que la foi. Et dans notre bouddhisme, il y a 3 piliers, à la fois l'étude et la pratique. Moi, je suis pas très étudiant. Ça, c'est sûr que ça me bouquinait, tout ça. J'ai fait 3 mémoires et c'était très compliqué pour moi d'écrire et de lire. Mais la pratique, je suis très puissant en pratique. Et puis la foi, mes parents me l'ont offerte. Et voilà. Donc ouais, merci mes parents, merci les cathos de m'avoir offert la foi pour pouvoir être bouddhisme à 100%. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? La peur. Parlons-en si tu veux. Ouais. Je pense que ça fait 10 ans que je vis dans la peur, en fait. La peur qu'on me prenne ce qui m'appartient, ou ce que je pense qui m'appartient. Et ça, c'est souvent dans notre travail de coach, on travaille beaucoup sur les peurs et tout, mais la peur souvent nous guide. Et c'est ok qu'elle nous guide, mais c'est en prendre conscience et d'essayer de se séparer un petit peu, ou en tout cas de pas lui donner trop de place. Et je pense qu'aujourd'hui, elle prend encore trop de place dans ma vie. C'est pour ça que financièrement, je me développe pas. Je suis pas du tout à la rue. Hein. Je gagne 10 fois moins qu'avant. Je suis très heureux avec ce que je gagne et c'est ok. Mais c'est vrai que j'aimerais un peu plus voyager, ou j'aimerais donner plus d'argent à mes enfants. Ou voilà, je trouve que l'argent c'est utile et que c'est sympa l'argent, quoi. Il y a rien. Mais je vois bien que ça me travaille trop parce que j'ai peur qu'on me le prenne. Donc voilà, je veux juste te dire que me libérer de cette peur, c'est difficile, c'est compliqué, elle existe là, elle est là avec moi. Et j'ai écrit, peut-être on peut terminer là-dessus, parce que j'ai écrit un mémoire pour être team builder sur l'espace protégé. C'est un des 9 postulats dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'espace protégé, c'est construire dans une équipe un espace, un lieu psychologique aussi, mais aussi physique, de protection, mais perméable, c'est-à-dire qu'on se confronte quand même à la réalité, on accepte que la réalité vienne rentrer dans l'équipe. C'est pas un bouclier, hein, l'espace protégé, c'est vraiment quelque chose de... Et moi, j'ai écrit un mémoire là-dessus parce que j'ai un
énorme besoin de sécurité. Et que cette peur m'empêche aujourd'hui encore de... Si demain on me dit t'inquiète pas, t'as le droit de te développer, tu vois. Finalement, si cette banque elle m'avait dit ok, on vous donne 50 € par mois, vous pouvez... Finalement, ça aurait peut-être été beaucoup mieux pour moi, pour me développer. Après, j'ai aucun regret de ce qui se passe et je dis tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est bon pour moi. Alors, des fois, quand je dis ça, on me regarde avec des gros yeux. Ouais, c'est un accident, t'es handicapé, hein, c'est bon dans ta vie, non. Mais bon. Comment tu veux savoir ? Tu ne sais pas. Tu peux pas savoir. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'arrive dans ma vie, c'est bon pour moi. Même si je souhaite à personne ce que j'ai vécu, hein, évidemment. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette année 2022 ? Je sens qu'il y a quelque chose. Il faut que je veux pas prendre de décision sous contrôle en disant je suis plus fort du monde, je vais contrôler ma vie, je vais contrôler tout ce qui va se passer. Non, je vais travailler à fond dans mon intuition, dans ma capacité à sentir les signes qui vont arriver pour faire les bons choix, les choix qui sont dans la bienveillance, la douceur et le développement. Et ça passera peut-être par l'argent. Et si demain je gagne 50 000 € par mois, c'est OK. Alors qu'aujourd'hui, je suis à moins de 1 000 € par mois. Donc, faut pas que ça soit un moteur. Et merci Christian, je voudrais que l'argent, chez moi, se transforme en argent d'amour. Je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci Charlie, c'était passionnant. Merci à toi, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir interrogé. Avec grand plaisir, franchement c'était génial.